Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du Littéral-IMI et des 12 archétypes de Carl Jung. C'est parti, générique. Il y a quelques semaines, j'ai abordé dans une précédente vidéo le concept de Littéral-IMI, que l'on peut traduire par littéralement moi. Mais qu'est-ce que c'est ? Le Littéral-IMI, ça a vu le jour le 31 août 2018 lorsqu'un utilisateur de Facebook du nom de Michael Kills a publié le mème que je vous affiche à l'écran. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit freluquet qui regarde son écran d'ordinateur et qui admire des personnages issus de la fiction considérés comme charismatiques. Et il dit cette phrase « Wow, it's literally me », c'est littéralement moi. Bien entendu, le but de ce mème, c'est de se moquer des individus qui peuvent avoir une forme d'admiration à toute épreuve pour un personnage de fiction déterminé. En réalité, le ressort comique se trouve dans le fait qu'il y a une distance énorme entre le personnage de fiction admiré et la personne admirative, car ils ne partagent absolument rien en commun, ni une histoire commune, ni des valeurs communes, et encore moins le même physique. Mais derrière l'humour, il y a cependant une réalité, c'est le fait qu'aujourd'hui il y a une crise de la masculinité, il y a un recul du rôle du père, et surtout, il y a eu une explosion de la famille nucléaire traditionnelle. Les hommes se sentent aujourd'hui inutiles. De ce fait, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont besoin d'aller chercher dans la fiction des figures charismatiques, des figures d'autorité ou des figures paternalistes. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement qui s'est développé, surtout à l'ère du numérique, avec la possibilité de créer des pseudos ou même l'avatar comme une nouvelle identité. Mais je vais faire l'avocat du diable dans la mesure où je pars du principe que le Littéral-IMI a toujours existé et qu'il a pris des formes différentes. En fait, l'espèce humaine a toujours eu besoin d'inventer des mythes, des légendes et de nouveaux héros. C'est notamment ce qu'affirme Nancy Houston dans son essai « L'espèce fabulatrice ». Pour elle, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est notre capacité à inventer de nouvelles histoires. Ainsi, il est fort probable que la plupart de nos ancêtres avaient de l'admiration pour des héros qui étaient issus par exemple de la mythologie ou de contes et légendes. Le problème de Nancy Houston, c'est que par la suite, dans l'essai, elle tombe dans une forme de relativisme où elle dit que de toute façon, rien ne compte vraiment parce que tout est de l'ordre de la fiction. Cependant, je partage avec elle ce constat, l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. Mais alors, il est possible de se poser une question toute simple. À partir de quand un personnage rentre dans ce club fermé dit du Littéral-IMI ? Il faut plusieurs critères. Tout d'abord, le personnage doit être interprété par un acteur charismatique, avec un physique attrayant. De plus, il faut que la narration soit efficace. Et enfin, le personnage doit partager avec le spectateur certaines valeurs assez similaires ou certains sentiments pour que le spectateur puisse s'identifier au personnage. Et par le biais de la narration, ça sera plus ou moins aisé. Mais pour moi, il y a un critère qu'il faut absolument prendre en compte pour comprendre ce succès du Littéral-IMI, c'est la notion d'archétype. Si vous connaissez la chaîne, vous êtes habitué normalement aux travaux de Carl Jung, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, et Carl Jung partait du principe qu'il y avait un inconscient collectif, que cet inconscient collectif était nourri par les mythes, les légendes, voire même la religion, et que forcément il y avait des archétypes qui ressortaient de tout ça, qui étaient présents dans l'inconscient collectif, et les archétypes ce sont des images avec un cahier des charges bien précis. C'est pour cette raison que Carl Jung a fait la liste de 12 archétypes différents. Alors aujourd'hui, c'est un peu un fourre-tout parce que ce n'est pas une science exacte. Ça sert à la fois dans les tests de personnalité, mais aussi au niveau des entreprises pour créer une image de marque efficace. Mais en réalité, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la plupart des personnages issus notamment du Littéral-IMI peuvent être juxtaposés aux différents archétypes qui ont été théorisés par Carl Jung. Ainsi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi certains personnages ont ce supplément d'âme-là, notamment par le biais de ces fameux archétypes. Vu qu'il y en a 12 et que c'est quand même beaucoup, je vais découper cette vidéo en deux parties. Vous regardez actuellement la première et il y aura dans les prochaines semaines la deuxième qui devrait arriver
incessamment sous peu. Mais avant de décortiquer ces différents archétypes et de regarder la plupart des personnages de fiction qui rentrent dans ces derniers, notamment des personnages que vous m'avez soumis directement sur Instagram, il convient de vous donner mon avis sur ce concept de littéralimie. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est normal que le spectateur ait un lien de proximité avec le personnage. C'est normal que parfois il ait de l'admiration pour lui en fonction de ce qu'il va faire. D'autant plus que les personnages issus du littéralimie sont souvent très intéressants parce qu'ils font montre de leur part d'ombre. Cependant, il ne faut pas tomber dans un piège. Vous n'allez pas devenir charismatique comme Don Draper ou Thomas Shelby parce que vous allez fumer 15 à 20 cigarettes par jour. Ça, c'est faux. Il ne faut pas tomber dans ce désir mimétique qui pourrait finir en parodie. De ce fait, c'est normal d'avoir, en tant que spectateur, de l'admiration pour un personnage. Ça montre que la narration a été rondement menée, mais le charisme de Thomas Shelby ou de Don Draper dépend surtout et avant tout du charisme de l'acteur qui l'incarne. Le pire, ça serait de s'oublier à travers la fiction et de vivre par procuration. Donc méfiez-vous de ça, même si bien entendu je comprends aisément l'attrait autour de ces personnages de fiction et même du concept du littéralimie. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Le premier archétype que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est celui du sage. Le sage, c'est celui qui a les connaissances et un savoir encyclopédique, qu'il a accumulé au fur et à mesure des années. C'est pour ça que dans l'inconscient collectif, il est souvent représenté comme un homme âgé avec une barbe blanche. Il va réussir à fédérer un groupe autour de lui par le biais de ses connaissances et il tire sa légitimité grâce à son savoir. Et souvent, ce sont des personnages aussi qui sont très intelligents. Même si bien entendu le fait d'accumuler des connaissances et l'intelligence sont deux choses différentes. Mais dans l'archétype du sage, les deux sont très fréquemment présents. Pour moi, le personnage qui incarne le mieux cet archétype du sage, c'est Gandalf le Gris dans Le Seigneur des Anneaux. Gandalf, c'est le porteur de lumière. C'est celui qui malheureusement annonce les mauvaises nouvelles parce qu'il connaît parfaitement les rouages et les légendes de la Terre du Milieu. C'est lui qui dit à Frodon, ou Frodo, ça dépend des versions, qu'il a en sa possession l'anneau unique et qu'il faut absolument le détruire dans la montagne du destin pour empêcher Sauron de le récupérer. Ainsi, au départ, la communauté de l'anneau va se former autour d'un objectif commun, celui d'aller détruire l'anneau unique, et ça, c'est grâce à Gandalf. Le problème du sage, c'est que le fait d'avoir un savoir encyclopédique, ça ne suffit pas à être un bon chef et à fédérer, même si c'est le cas pour Gandalf, parce que lui aussi, il a une grande puissance. C'est lui qui maîtrise parfaitement la magie, donc il a à la fois la connaissance et la puissance. Mais on le voit à la suite donc de la communauté de l'anneau, quand Gandalf meurt à la suite de son combat contre le Balrog dans les mines de la Moria, il laisse de facto sa place à Aragorn comme chef de la communauté de l'anneau, même si par la suite il est ressuscité. D'ailleurs, c'est ce que reproche l'auteur de Game of Thrones à Tolkien par rapport au fait qu'il a refait venir Gandalf dans le récit. Le problème également du sage, c'est que parfois il peut être tellement intelligent qu'il est dans son monde et qu'il va se couper des relations avec les autres. C'est-à-dire qu'il va tellement être au-dessus par rapport à ses connaissances qu'il va développer une forme de cynisme, voire de misanthropie. On peut faire un parallèle aussi avec Saruman, qui va rejoindre Sauron. Mais pourquoi il rejoint Sauron ? Parce que, au regard de ses connaissances, il part du principe que les factions de la Terre du Milieu ne sont pas assez entraînées et fortes pour défaire Sauron, et que par conséquent, il vaut mieux le rejoindre, d'une façon pragmatique et froide. Ainsi, ça, c'est le principal risque de la plupart de ces personnages, qu'ils tombent dans une forme de cynisme. D'ailleurs, on peut citer un autre personnage issu du littéralimie qui rentre dans cette catégorie du sage, c'est Dr House. Dr House, qui a un savoir encyclopédique au niveau de la médecine, qui va fédérer les médecins autour de lui, et d'ailleurs ces médecins le respectent pour ça, mais par contre, au niveau relations sociales, il faut le dire, c'est un con. On peut également mettre dans cet archétype-là la version de Sherlock Holmes de la série de la BBC, parce que lui aussi, il est très intelligent, il a des connaissances très variées, mais justement, au niveau des relations, c'est pas ça, parce qu'il se coupe des autres, tellement il est au-dessus et qu'il développe un ego surdimensionné. Parce que c'est ça le problème du sage, c'est qu'il sait tellement de choses qu'il va
avoir un ego juste énorme. Deuxième archétype de Carl Jung, c'est l'innocent. Alors au niveau de l'innocent, il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont issus du littéral-imi et qui peuvent rentrer dans cet archétype-là, dans la mesure où l'innocent, comme son nom l'indique, ne fait pas preuve de sa part d'ombre, parce que l'innocent, il n'est animé que par les meilleures intentions. Ce qu'il veut surtout, c'est son bonheur et celui des gens qui l'entourent. L'innocent, il n'est animé par aucun bas instinct. Il ne souhaite pas la vengeance, la mort, la destruction, ni le pouvoir. Non, il veut juste vivre peinard. Le personnage de fiction qui appartient en quelque sorte au littéral-imi et qui rentre parfaitement dans cet archétype, c'est Truman Burbank dans le film The Truman Show. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, Truman mène une vie paisible, il travaille, il a sa maison, etc. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vit dans une émission de télé-réalité. En fait, tous les gens autour de lui sont des acteurs et il est le protagoniste principal, majeur, de cette télé-réalité qui est regardée dans le monde entier. Donc sa vie n'est qu'une fiction, mais ça, il ne le sait pas. Au fur et à mesure du film, il va apprendre la terrible vérité, et à la fin, il a la possibilité de partir, mais il ne souhaite pas se venger. Il part juste pour mener sa vie ailleurs, parce que ce qu'il cherche avant tout, c'est le bonheur, et celui des gens qui l'entourent. Et c'est tout, il n'a pas envie de se venger, il n'a pas envie de partir dans des croisades meurtrières. C'est ça l'archétype de l'innocent. Donc c'est quoi le problème de l'innocent? C'est qu'il tombe dans une forme de naïveté, c'est un personnage assez candide. Troisième archétype théorisé par Carl Jung, celui d'ange gardien. Alors le personnage d'ange gardien, il est particulièrement intéressant parce qu'il est toujours lié à l'élève ou le petit protégé. L'ange gardien, il a deux rôles, celui à la fois de protection, protéger son élève des menaces extérieures, mais aussi un rôle d'éducation, l'aider à devenir un héros ou à développer ses compétences en combat. La plupart du temps, c'est exactement ça quand il y a une relation de mentor et d'élève. Pour que l'ange gardien soit un personnage beaucoup plus intéressant, il ne faut pas qu'il soit le père ou la mère de l'élève, dans la mesure où il doit être extérieur à la famille. Il doit avoir ce rôle de substitution. Il doit remplacer soit le père, soit la mère du personnage qui a pour rôle d'être l'élève ou le petit protégé. Le problème de l'ange gardien, c'est qu'il peut faire preuve d'un fort égoïsme parce qu'il veut garder sa relation privilégiée avec son élève qui peut devenir un enfant de substitution. Et ça, on le voit très bien dans The Last of Us avec Joel qui fait preuve de beaucoup d'égoïsme pour garder Ellie. Et je ne vais pas divulgacher la fin du jeu vidéo pour ceux qui n'y ont pas encore joué. Mais ceux qui l'ont fini, vous savez de quoi je parle. Bien entendu, la fiction regorge d'un certain nombre d'anges gardiens, et vous m'en avez envoyé un certain nombre. On peut citer par exemple Harry Hart dans le premier Kingsman, qui va avoir pour mission de devenir un père de substitution pour Eggsy, afin que ce dernier devienne un parfait agent de Kingsman. Et d'ailleurs, pourquoi Harry Hart fait ça? Parce qu'il est responsable d'une erreur qui a causé la mort du père d'Eggsy, et il veut se rattraper. Donc il devient à la fois son mentor et son père de substitution. Il est également possible de citer le docteur King Schultz dans Django, qui est un chasseur de primes. Ce dernier libère dans un premier temps Django parce qu'il a besoin de lui, car Django connaît le visage de certaines des cibles du docteur. Par conséquent, au début, ils ont cette relation-là, mais ils vont devenir très proches. Ça va être une relation mentor-élève, et le docteur King Schultz va apprendre à Django le maniement des armes, du tir. Il va également apprendre l'art de la discussion, comment monter à cheval, etc., etc. Et vers la fin de Django, le docteur King Schultz meurt, tué par l'un des hommes de main de Calvin Candy, et c'est à partir de ce moment-là que Django devient le véritable protagoniste du film, qu'il va pouvoir démarrer sa quête de vengeance et sauver sa femme Brumilda. Parce que Django avait besoin de la mort du docteur King Schultz pour devenir le protagoniste, car c'est ça le problème des anges gardiens, c'est qu'ils ont tendance à brider leur élève, et que à partir du moment où l'ange gardien va se sacrifier, va mourir, c'est à ce moment-là que l'élève va pouvoir tirer toutes les conclusions des différentes leçons du mentor et devenir le héros de l'histoire. Et c'est exactement ce qui arrive à Django. Donc dans le processus d'évolution du personnage de Django, il devait à un moment y avoir la mort du docteur King Schultz. C'est presque obligatoire. Et c'est d'ailleurs l'erreur des scénaristes de Kingsman, puisque dans le premier film, Harry Hart meurt,
à la suite de cette scène dantesque qui se déroule dans une église, et ensuite il revient dans le 2 avec une sorte de pirouette scénaristique à la con, qui est de l'ordre totalement de l'irréel, et c'est dommage parce que dans le premier film, Eggsy devient un véritable agent à partir du moment où Harry Hart meurt, et c'est là qu'il devient un vrai agent Kingsman et qu'il maîtrise l'art du combat, du tir, etc., etc. Donc dans le 2, il y a cette impression un peu bâtarde où on se dit, mais attends, qui est le maître, qui est l'élève, à quoi ça sert? Et c'est dommage. Donc en soi, quand un personnage meurt, de mon point de vue, il doit mourir pour de bon parce que c'est à ce moment-là qu'il rentre dans la postérité. L'ange gardien, c'est une figure paternaliste et c'est pour ça que très fréquemment, il est présent dans la plupart des personnages qui peuplent le Littéral-Imi. Quatrièmement, et c'est l'un de mes archétypes préférés, c'est celui du magicien. Alors le magicien, c'est pas le gars qui va te faire des tours de magie à la con avec des cartes ou qui va te faire apparaître une pièce derrière ton oreille. Non, c'est pas ça. Mais le magicien, c'est celui qui va modeler l'univers dans lequel il évolue. C'est celui qui va pouvoir le transformer et notamment par le biais du mensonge, de la ruse et de la manipulation. C'est-à-dire que le magicien, c'est celui qui va travestir la réalité pour pouvoir assurer ses propres intérêts, pour pouvoir atteindre ses propres objectifs ou ceux de l'organisation dans laquelle il va travailler. Le magicien, c'est donc toujours un personnage aux multiples facettes, c'est Janus en quelque sorte, car on ne sait jamais quels sont ses prochains mouvements, il souffle à la fois le chaud et le froid, et pour moi, le personnage de fiction qui incarne le mieux cet archétype-là, c'est Nathan Muir, interprété par Robert Redford, dans le film Spy Game. Dans ce film, Nathan Muir est un agent de la CIA qui va partir à la retraite, c'est son dernier jour au sein de l'institution, mais le problème c'est que son petit protégé, qui est interprété par Brad Pitt, se retrouve dans une situation extrêmement précaire à l'étranger, il va mourir en gros dans 24 heures, et Nathan Muir doit le sauver. Le problème, c'est que les gros bonnets de la CIA ne veulent pas intervenir, même si Brad Pitt est un agent de la CIA pour eux, parce que ça pourrait être compliqué au regard des relations internationales et de la géopolitique. Par conséquent, Nathan Muir va user de la manipulation, de la ruse et du mensonge pour arriver à ses fins, c'est-à-dire sauver son petit protégé. Donc en plus, il a la casquette de l'archétype de l'ange gardien. Parce que souvent, attention, un personnage peut se trouver dans plusieurs archétypes différents. C'est pas des blocs monolithiques. Alors, il y a d'autres personnages de fiction qui rentrent dans cet archétype-là. C'est notamment le cas de Rogue dans Harry Potter, qui ne cesse de souffler le chaud et le froid, et longtemps on ne sait pas quels sont les véritables objectifs de Rogue, parce que ses coups sont imprévisibles. Il y a un autre personnage du Littéral-Imi qui appartient clairement à cet archétype-là, celui du magicien, c'est le personnage de Lou Bloom dans le film Nightcrawler. Alors désolé pour l'accent misérable, mais on est en France ici. Lou Bloom, c'est un journaliste de terrain, plutôt un pigiste, qui a pour mission d'aller filmer des accidents ou des homicides dans la ville de Los Angeles pendant la nuit pour envoyer ensuite ces images à des chaînes de télé en continu qui fonctionnent via le sensationnel. Le personnage de Lou Bloom, il ressemble un peu à Travis dans Taxi Driver, il dort pas, c'est un gars plutôt malsain, et en fait il a compris qu'il pouvait se faire de l'argent sur le malheur des autres, et il va tout au long du film, crée lui-même certains accidents afin de vendre des images exclusives et de plus en plus choquantes aux chaînes de télé. De ce fait, Lou Bloom, il rentre parfaitement dans cet archétype du magicien parce qu'il va user de la manipulation, de la ruse et du mensonge, voire il va aller jusqu'à un point de non-retour pour pouvoir transformer la réalité autour de lui et assurer ses propres intérêts, ici, gagner de l'argent. Cinquièmement, nous avons l'archétype de l'aventurier. C'est celui qui va découvrir des zones inexplorées, des cités perdues ou des artefacts particulièrement anciens. Mais en faisant cela, il va surtout se découvrir lui-même. Ainsi, l'aventurier, c'est ce personnage qui va découvrir des choses extraordinaires, mais surtout qui va apprendre à se découvrir lui-même. Et pour moi, le personnage de fiction qu'il incarne le mieux, c'est Indiana Jones. Dans les 3 films Indiana Jones, oui, car il n'y a pas eu de 4e film avec des aliens à la con, on se rend compte que certes, Indiana Jones va découvrir des choses merveilleuses, mais surtout il va se découvrir
lui-même. Et ça, on le voit particulièrement dans le troisième film, notamment par rapport à sa relation avec son père, interprété magistralement par Sean Connery. Un autre personnage qui appartient à l'univers du Littéral-Imi et qui rentre dans cet archétype-là, c'est celui de Nathan Drake dans Uncharted. Et enfin, sixième et dernier archétype de cette vidéo, le leader, autrement appelé le dominant. C'est celui qui va exercer son autorité sur un groupe déterminé. Il tire sa légitimité d'une fonction. Il peut être roi, chef de guerre ou bien haut gradé, peu importe. Dans tous les cas, il a un objectif déterminé et il va être aidé dans cette entreprise par des hommes autour de lui. Ça peut être une armée, un groupe rebelle, etc. Peu importe, mais dans tous les cas, il domine des individus autour de lui. C'est également un stratège, c'est lui qui prend les décisions, qui gère le groupe. Donc souvent, il y a aussi une notion d'intelligence, de stratégie, mais de charisme. Parce que des fois, la légitimité ne suffit pas. Parce qu'ils ne sont pas rois, ils ne sont pas chefs militaires, mais malgré tout, ils ont cette capacité à être des leaders nés. Cet archétype est particulièrement intéressant dans la mesure où il y a de nombreux personnages, notamment qui appartiennent à l'univers du Littéral-Imi, qui rentrent dans l'archétype du leader. Alors, il y a ceux qui ont une aura positive. On peut citer par exemple William Wallace dans le film Braveheart, qui d'ailleurs a réellement existé, ou bien même Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Mais attention, là où le leader peut être le plus intéressant, c'est quand il est submergé par sa part d'ombre. Et il y a, là encore, de nombreux personnages issus notamment du Littéral-Imi qui rentrent dans cet archétype-là. Il est possible de citer par exemple Tyler Durden dans Fight Club, qui est interprété par Brad Pitt. Ce qui est intéressant avec Tyler Durden, c'est que déjà, il est lié au narrateur, ils ne font qu'un, mais surtout, en réalité, il ne fait jamais preuve de violence sur ces hommes. Certes, il y a le Fight Club où ils se battent, mais il y a une notion d'égalité, et il y a ensuite le projet KO, mais surtout, là où les individus vont rejoindre Tyler Durden, c'est pour une raison, c'est parce qu'il tient un discours parfaitement cohérent. Tyler Durden, il est le représentant de ces hommes qui ne se sentent absolument pas en phase avec cette époque de la consommation et du confort et qui souhaitent un retour du sens, un retour du réel. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique. Notre grande dépression, elle est en nous parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a plus de grands événements majeurs. Surtout que le film se déroule à la fin des années 90, quelque temps avant les attentats du 11 septembre, et que c'était la période où l'Amérique était dans une position quasi hégémonique. Mais Tyler Durden n'a pas besoin d'user de la violence, ni faire preuve de cruauté, pour avoir des hommes autour de lui. Son charisme et son discours sont honnêtement suffisants. Il y a un autre personnage qui peut rentrer dans cette catégorie, c'est le sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Le sergent Hartman, il a une mission, c'est de faire de jeunes Américains de parfaits petits soldats, des machines à tuer, sans aucun remords et qui sont capables de tuer avec un sang-froid à toute épreuve. Et pour ça, Hartman doit briser ces soldats, à la fois par le biais de violences physiques ou de violences morales, psychologiques. Et d'ailleurs, il est tellement bon dans ce domaine qu'il se fait lui-même tuer par l'un de ses soldats, qui est l'engagé Baleine, parce que Hartman l'a poussé à bout. De ce fait, c'est pas si étonnant que l'on retrouve dans cet archétype en particulier, le plus souvent, des personnages issus du monde militaire. Et on peut citer également le colonel Kurtz dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Il est interprété par Marlon Brando et on ne le voit que très peu tout au long du film. C'est vraiment vers la fin, peut-être les 30 dernières minutes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Coppola a fait le choix de toujours filmer Marlon Brando dans l'obscurité. Il y a quasiment une aura mystérieuse. Il est presque de l'ordre de la mythologie. Et en ça, il rentre parfaitement dans cet archétype du leader, puisqu'il exerce son autorité sur un groupe d'indigènes. Pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur un personnage en particulier que vous avez abondamment cité. C'est celui qui est revenu vraiment le plus souvent, et il s'agit de Patrick Bateman dans American Psycho. C'est très difficile de classer Bateman dans ces différents archétypes,
car, comme vous le savez, j'ai déjà réalisé une vidéo sur American Psycho, que je vous invite à regarder, c'est un narrateur qui n'est pas fiable. On ne sait pas si les crimes ont réellement eu lieu, ou si c'est de l'ordre du fantasme pour lui. Ainsi, si je devais vraiment classer Patrick Bateman quelque part, je le placerais dans l'archétype du dominant, parce qu'il a exercé une domination éventuellement sur ses victimes, mais en somme, c'est pas très pertinent parce que Bateman est un archétype à lui seul. C'est d'ailleurs ce qu'explique Bret Easton Ellis dans son dernier essai White. Pour lui, Patrick Bateman a dépassé sa condition de personnage. Il est devenu un phénomène culturel à lui seul, notamment par le biais des mèmes, etc. Dans cet essai, Bret Easton Ellis explique qu'il reçoit très fréquemment des lettres de fans qui lui demandent qu'est-ce que ferait aujourd'hui Patrick Bateman dans le contexte américain actuel. Et d'ailleurs, je crois fondamentalement que l'auteur a tout intérêt à écrire une suite à American Psycho, même si théoriquement le personnage est mort dans un autre roman de Bret Easton Ellis, mais ça serait particulièrement intéressant de le voir évoluer dans l'Amérique post-Trump avec la grande déraison et l'émergence des réseaux sociaux. De ce fait, Patrick Bateman a quasiment un archétype à lui seul. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ceux qui l'admirent occultent complètement son aspect tueur en série pour se focaliser plus sur son côté Golden Boy, Youpies des années 80, qui a de l'argent, qui est charismatique, d'autant plus qu'il est interprété magnifiquement bien par Christian Bale, donc ça rajoute un supplément d'âme au personnage. Mais la plupart des admirateurs de Patrick Bateman occulte son aspect tueur en série. Pourquoi Patrick Bateman attire autant? Parce que c'est cette dichotomie entre le fait que c'est un golden boy, c'est le genre idéal, et qu'en parallèle, ça peut être un tueur en série. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Très vite, il y aura la partie 2, mais avant, il y aura d'autres vidéos, bien entendu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.